Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir, bienvenue dans cette 33e conférence Biotech Finance en partenariat avec France Biotech. Ce soir, évidemment, notre invité est Kevin Alessandri, pardon, pas Alexandrie, Alessandri, qui est le CEO de Trifrog. Derrière Trifrog, il y a une véritable vision, vraiment une vision d'avenir. C'est celle de l'industrialisation de la thérapie cellulaire. Trifrog est née en 2018 officiellement, mais elle était créée avant par les fondateurs, bien avant, et l'entreprise vient de déménager dans un site de 1250 mètres carrés avec 150 mètres carrés de salle blanche. C'est dire si ça va vite quand même, parce que la création, c'est 2018. Lancement start-up. Et c'est une start-up Novembre en plus. novembre en plus. Start-up de forte croissance. Trifrog a lancé et a levé 7,1 millions d'euros assez récemment. Donc, ça a participé aussi à la création du site. Et pourtant, au départ, on avait dit à Kevin Alessandri, ce que vous faites, c'est inenvisageable, proprement. Personne n'y croyait. Et voilà, c'est un peu l'histoire de Trifrog qu'on va raconter, puis surtout une vision stratégique qui est phénoménale. La production, on va parler de la souveraineté, enfin tout ça est superbe. Donc, Kevin, la parole est à vous. Bonsoir à nouveau. Allez-y, racontez-nous un peu la genèse de l'entreprise et son développement. Oui, la genèse de l'entreprise. Alors, c'est une start particulière parce que déjà, donc, on est une start-up, mais une start-up dans le domaine industriel. Donc, c'est vraiment, on se pose des problèmes d'industrialisation. Ce qui est un peu particulier, on revient un peu au brick et mortar comme a pu faire Amazon, mais c'est vraiment, on se pose la question de comment monter des usines pour une industrie naissante dans l'industrie pharmaceutique, qui est celle des thérapies cellulaires. Et la deuxième particularité, c'est que on a vraiment donc les deux cofondateurs, Maxime Feilleux et moi-même. En fait, on a deux backgrounds très différents. Déjà, on est les inventeurs de la technologie. Donc, moi, je suis physicien et Max est biologiste. Il est spécialiste des cellules souches. Et en fait, il y a plusieurs années de ça, maintenant, il y a 7 ans, je crois, quand on s'est rencontrés. En fait, on a eu un peu l'idée que on pourrait, avec des capsules cellulaires, améliorer énormément les possibilités pour l'industrie des thérapies cellulaires. Et effectivement, il y a 7 ans, les thérapies cellulaires, c'était pas encore ce que c'est maintenant. Il y avait à peine eu les essais cliniques commençaient à peine pour les CAR-T, donc les thérapies à base de cellules T modifiées, qui sont assez célèbres en ce moment pour soigner des lymphomes rares. Donc à l'époque, ça commençait à peine, donc les gens n'étaient pas du tout intéressés à ce genre de truc. Et nous, on parlait de capacité de production de cellules phénoménales. C'était pas trop, avec des qualités sans précédent, c'était pas trop le sujet à l'époque. Et du coup, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est venu monter la boîte en France, parce qu'on avait cette vision industrielle, long cours et technologique. Et ça, c'est typiquement ce que promeut la BPI et notamment la région de Bordeaux. Et c'est pour ça qu'on est venu s'installer ici. Donc, je vais peut-être faire un petit récit sur la thérapie cellulaire, parce que je suis pas sûr que tout le monde soit complètement à niveau. Donc, On va y aller. Voilà, on va y aller doucement. Donc, scientifiquement, qu'est-ce que c'est la thérapie cellulaire? C'est sur un concept assez basique, c'est qu'en fait, nous tous, on a été à l'origine une toute petite boule de cellules, qui était l'embryon, qui s'est développé pour donner toutes les cellules du corps. Et donc, il y a des cellules très à l'origine dans l'embryon qu'on appelle les cellules pluripotentes, parce qu'elles peuvent donner tous les types de cellules. Et là, tout de suite, on voit, il y a une possibilité qui a émergé, en fait, il y a déjà assez longtemps, qui est, et si on pouvait refaire ces cellules, on pourrait réparer les organes ou réparer des fonctions perdues. Et en fait, beaucoup des maladies chroniques qu'on connaît, c'est des cellules qui ont été perdues dans un organe. Donc, le diabète de type 1, ça va être les îlots de Langerhans qui dysfonctionnent. Parkinson, c'est quelques centaines de milliers de neurones, donc une pointe d'aiguille de neurones quelque part dans le cerveau qui meurt.
L'infarctus du myocarde, là, c'est un peu plus massif, mais c'est une partie du cœur, donc du muscle du cœur qui est abîmé. Donc, on voit l'idée qui était, enfin le rêve qui était derrière la thérapie cellulaire à l'origine, c'était de pouvoir donc réparer le corps, et c'est surtout dans les maladies chroniques. Et ce qui a été assez fantastique dans la dernière décennie, c'est qu'on est passé de recherche clinique qui était vraiment au tout début à des plein de patients soignés, quoi. C'est-à-dire on a eu les premiers essais cliniques. Donc on en a notamment les CAR-T, ces cellules de lymphocytes T modifiées pour attaquer le cancer. Donc là c'était une version particulière de la thérapie cellulaire. Mais maintenant on voit sortir des essais cliniques. Donc il y en a plusieurs dans Parkinson. Donc là, l'idée, c'est que quelques neurones meurent dans Parkinson et provoquent ce phénotype de perte de contrôle. Si on les remplace, on récupère de la maladie, au moins en partie. Il y a aussi des essais cliniques qui sont lancés dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il y a aussi donc le diabète de type 1, c'est en cours. Probablement les essais vont commencer d'ici 1 ou 2 ans. Et il y a l'infarctus du myocarde aussi, où il y a des essais en cours en ce moment au Japon. Et donc là, on passe d'une recherche qui était assez dans les débuts à quelque chose où vraiment il y a des essais cliniques et où en fait on commence à voir des grands de l'industrie pharmaceutique qui s'y lancent. Alors peut-être un des plus grands, c'est Novo Nordisk, puisque pour l'instant ils sont leaders sur le diabète avec notamment les traitements à l'insuline. Et en fait, Novo Nordisk eux-mêmes ont dit qu'ils pensaient que le futur c'était la thérapie cellulaire et leur objectif affiché, vous pouvez aller voir sur leur site, c'est soigner le diabète avec la thérapie cellulaire. Et donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de changer de paradigme. On est en train de passer de quelque chose qui est de la recherche clinique à aller vraiment à des millions de patients. Et là, en fait, c'est là qu'arrive le problème pour l'industrie en ce moment. C'est qu'en fait, quand on veut faire ces cellules, elles sont relativement fragiles. Et on va vouloir qu'elles soient parfaitement dans les mêmes conditions que dans le corps, qu'elles soient parfaitement naturelles, qu'elles aient pas de problème. Et là, en fait, ça devient assez dur à faire en laboratoire. On sait mal le faire. Donc, ce qui a été beaucoup fait, c'était en bioproduction pour produire des biomolécules d'intérêt comme des anticorps ou des protéines. Mais pour la thérapie cellulaire, c'est quand même beaucoup plus compliqué de réussir à produire des quantités de cellules adéquates. Et donc là, c'est pour ça qu'on a appelé, c'est pour ça que notre motto à Trifrog, c'est Cell Therapy for All, parce que ce qu'on pense avoir découvert avec Max à l'origine, c'était une très bonne idée pour justement permettre de produire les thérapies cellulaires, pas pour quelques patients, mais pour des millions. Et là, la différence, en fait, c'est pour l'instant, on cultive les cellules dans des conditions assez basiques, sur des boîtes de pétri à l'ancienne, collées sur le fond de la boîte ou en petites boules en suspension, mais on garde finalement les cellules très exposées dans les machines. Et donc l'idée qu'on a eue avec Max, c'est une idée un peu triviale en fait, c'était juste de mettre des capsules autour des cellules. Alors là où ça a été plus compliqué évidemment, c'était de les adapter pour faire pousser des cellules souches pluripotentes et après les différencier à l'intérieur de ces capsules. Et donc l'idée, c'est vraiment le concept qu'il y a derrière Trifrog, c'est intégrer la production des cellules avec l'outil de production qui existe actuellement, l'outil de la bioproduction qui est le bioréacteur par exemple. Et c'est donc réellement donner aux thérapies cellulaires un outil qui soit intégré de bout en bout depuis l'ensemencement des cellules jusqu'à la récolte. Et donc ça fait déjà une certaine ambition de réussir à accélérer aussi rapidement les capacités de production. Parce que donc pour l'instant, un essai clinique en thérapie cellulaire, c'est une dizaine de patients. En Parkinson, typiquement, il y a des milliers, des centaines de milliers de patients. Donc, réussir à monter à l'échelle nécessaire pour atteindre tous ces patients, ça veut dire qu'il faudrait multiplier les capacités de production par 10, par 100 en quelques années. Et ça, c'est quand même assez inédit. Et donc ça, c'est un peu c'est l'espoir qu'on porte là-dessus. Et ce qui a été assez intéressant dans notre histoire, c'est que nous, on a donc vécu le début avant que les thérapies cellulaires soient en vogue, on va dire. Et on s'est lancé dans cette aventure technologique il y a déjà 7 ans à peu près. Et donc, à l'époque, c'était pas très connu. Les gens savaient pas trop ce que c'était les cellules souches, la thérapie cellulaire, tout ça. Donc, on passait un peu pour des aliens. Puis en fait, on a bossé des années à le mettre au point. Et quand on est sorti avec, c'était le moment où en fait les grands groupes commençaient à se poser vraiment le problème. Donc, c'était il y a à peu près
1 an et demi, 2 ans, où il y avait plein de rapports qui sont sortis en disant le bottleneck des thérapies cellulaires, c'est plus le succès de la recherche clinique, c'est le manufacturing. Et alors là, nous, c'est bien tombé, parce que c'était le moment où on incorporait la société. Et c'est pour ça que je pense qu'on a eu une croissance assez rapide. Ça nous a énormément aidé pendant la levée de fonds, évidemment, parce qu'en plus, on avait déjà l'intérêt de l'industrie pharmaceutique très tôt, en fait, dès notre incorporation. Et après, en fait, c'est un moment où assez rapidement, BPI France a réagi et poussait pour développer la bioproduction et particulièrement dans les thérapies cellulaires. Et donc, en fait, on a eu le concours mondial de l'innovation. Et derrière, on a eu l'Europe aussi qui a lancé des appels d'offres sur la bioproduction. Donc, en fait, pour nous, ça s'est vraiment aligné assez naturellement. On a eu la chance d'avoir travaillé quelques années sur cette méthode de production avant que finalement l'industrie pharmaceutique réalise. Justement, avant de passer plus loin, racontez-nous quand même un peu la techno, parce qu'on a, je vois plusieurs participants de niveau scientifique. L'alginate, en fait, le composé, la capsule même, comment est-ce que vous avez composé tout ça? Alors, ça c'est intéressant. Alors ça c'est vraiment quelque chose qu'on a fait ensemble avec Max, parce que donc lui c'est un spécialiste des cellules souches pluripotentes. Il travaille depuis 15 ans dessus, et donc lui il se posait la question de comment mieux les cultiver. Et moi pendant ma thèse j'avais fait de l'encapsulation de cellules pour les protéger. Puis, enfin moi c'était pour faire des mesures de physique, ça n'avait rien à voir. Et en fait du coup on a vraiment mis en commun, c'était comment réussir à encapsuler les cellules. Et alors, pourquoi les encapsuler? En fait, quand on fait pousser des cellules sur une boîte de pétri, elles sont collées dessus et elles sont soumises à ce qui se passe au-dessus. Si on veut faire des choses un peu plus en 3D en l'air, avec des boules ou avec des microcarrières, on a le même problème. Il y a des dommages hydrodynamiques auxquels sont soumises des cellules. Et moi, en fait, les capsules que j'avais faites pendant ma thèse, elles avaient 2 propriétés. Elles avaient une très bonne résistance mécanique et elles étaient très petites. Et la deuxième propriété, c'est qu'elles étaient creuses à l'intérieur et que la coque elle-même est très perméable au milieu de culture et à tous les facteurs de croissance. Et donc, c'était un espèce de micro-bioréacteur, de micro-compartiment. Donc, ça fait à peu près 200 micromètres de diamètre, 2 à 400 micromètres de diamètre, la capsule. Et on en produit 1000 par seconde. Donc, ce qui donne tout de suite une échelle, en fait, de prod vraiment industrielle, quoi. Et donc là, on avait un outil assez parfait qui était une coque qui protège les cellules, mais qui leur permet d'accéder au milieu et à des échelles de diffusion qui sont connues dans la biologie cellulaire. Et après, ce qu'on a fini de faire avec Maxime, c'est vraiment de l'adapter pour monter encore un cran au-dessus et pouvoir cultiver des cellules souches pluripotentes et les différencier. Donc, la première application qu'on a faite dans les capsules, c'était des neurones pour pouvoir greffer dans la maladie de Parkinson. Et en fait, en seulement 3 ans à Bordeaux, on a réussi de passer de l'idée d'encapsuler des cellules souches pluripotentes aux premières greffes chez l'un. Donc c'était très rapide. Donc c'était la robustesse de la techno. Et donc c'est vraiment une coque microscopique qui sert de micro-bioréacteur, dans laquelle les cellules se retrouvent protégées du milieu extérieur, mais peuvent avoir accès au milieu de culture. Et là, dans la coque, elles s'auto-organisent et elles forment un micro-tissu vivant. Et elles poussent, donc elles se multiplient, et potentiellement, si on les différencie, elles refont un petit bout de tissu. Donc nous, on a surtout travaillé sur le cœur et le cerveau. Parfait. Alors, quelle est il y a une question qui se pose, c'est la qualité, maintenir la qualité en augmentant la production. Ça, c'est un véritable enjeu aussi. Dans la thérapie cellulaire, là, c'est donc les cellules qu'on produit. Faut bien voir typiquement la maladie de Parkinson. Ça veut dire qu'on va greffer des neurones dans le cerveau d'un patient et ils vont potentiellement y rester pour des dizaines d'années. Donc, la qualité de ces cellules est primordiale. Il faut absolument qu'elles aient un génome parfait, qu'elles ne partent pas faire un cancer ou une tumeur, un tératome ou que sais-je. Donc, il faut que ce soit vraiment des cellules qui soient à la fois parfaitement souches au début, qu'on ait pu conserver en termes de qualité génomique et qui donnent bien des neurones. Et en fait, l'avantage qu'on a dans le système, c'est comme on fait des conditions biomimétiques à l'intérieur de la capsule, en fait, on va obtenir non seulement un meilleur rendement, mais aussi une meilleure qualité de cellules.
C'est-à-dire, les cellules vont avoir moins tendance à dériver génétiquement. Donc, typiquement, en bioproduction, dans l'autre côté de l'utilisation des bioréacteurs, les lignées de cellules comme les CHO qui ont été hautement sélectionnées pour produire dans les cuves, elles ont été très modifiées par le fait de vivre dans ces cuves. Et nous, on veut faire exactement l'inverse. On veut surtout pas que les cellules se modifient pendant la durée de la culture. Et là, vraiment, l'idée d'avoir fait cette capsule et d'à l'intérieur recréer les conditions les meilleures possibles pour les cellules, mais à grande échelle. C'est en pouvant le faire à une échelle industrielle. Et ça, pour nous, c'est vraiment la clé pour avancer dans les thérapies cellulaires. Enfin, alors, on est dans une stratégie de marché. Vos clients, ce sont les pharma. Ça peut être aussi d'autres biotech, finalement. Ça peut être aussi d'autres biotech qui portent des initiatives de thérapie. En plus, il y a des grosses biotech dans. Oui, il y en a quelques-unes. Et vous êtes sur le plan international, donc vous êtes approché de pas mal de clients. Nous, les Japonais, on peut peut-être en parler parce qu'ils sont en avance sur beaucoup de choses dans ce domaine. Ouais, alors là, les Japonais, c'est assez intéressant parce que eux, ils ont pris les cellules pluripotentes. C'est vraiment d'intérêt national au Japon et les thérapies cellulaires, c'est d'intérêt national parce qu'en fait, celui qui a inventé la manière de faire des cellules pluripotentes induites, donc non plus des embryons détruits, mais vraiment on prend un prélèvement sur quelqu'un et on refait des cellules pluripotentes à partir de ce prélèvement. Donc le prix Nobel est japonais et ils ont construit une véritable stratégie industrielle et scientifique autour de la thérapie cellulaire. Donc, ils ont un des plus grands centres de recherche du monde qui est le CIRA et ils ont des industries pharmaceutiques qui sont vraiment très sérieusement mises sur le sujet à tel point qu'ils ont même changé leur réglementation. Hein. Ils ont une réglementation spécifique pour les thérapies cellulaires qui s'appelle le Sakigake et qui permet, par exemple, suite à une phase 1 réussie où il n'y a pas de preuve de toxicité, on peut directement être remboursé après. Il n'y a pas de phase 2, phase 3. Il y a une espèce de longue phase de commercialisation sous le contrôle de l'État, sous l'égide de l'État, jusqu'à ce qu'on ait atteint des niveaux suffisamment importants. Et les pharma là-bas ont vraiment des stratégies. Par exemple, il y a Takeda qui a fait une alliance avec le CIRA, donc qui a investi 300 millions d'euros avec le CIRA, donc la grande université japonaise des cellules souches, pour faire un centre de recherche dédié aux thérapies cellulaires. Et ils se sont vraiment donné des moyens. Ils ont commencé à se poser la question de à quoi ressemblerait leur site de production. Et typiquement, ils ont réussi en seulement 10 ans à passer de quelque chose qui était fait à la main dans les labos de culture cellulaire à des machines automatisées qu'ils utilisent déjà en production pour greffer chez les êtres humains. Donc ça a été ça, le Japon pour moi. Enfin, ça a été une expérience assez impressionnante de voir le sérieux et l'avancement. Notamment aussi dans la caractérisation des cellules, dans toute cette manière d'analyser, d'essayer de comprendre comment faire au mieux, au plus vite, mais aussi au mieux. Et avec tout le monde qui est dedans, aussi bien des industriels que des chercheurs, c'était assez intéressant comme expérience. Bien. Alors, on va faire un dernier point finance avant de donner la parole à la salle parce que je pense qu'il y a quelques spécialistes de la médecine régénérative. Hein, j'en vois un au moins au-dessus de nous ou à côté de nous en image. Vous avez levé récemment, donc je l'ai dit en début de notre conversation, 7,1 millions d'euros. Et en plus, vous avez des investisseurs. C'est innovant parce que c'est pas des investisseurs traditionnels, on va dire dans la biotech. Ciparex, racontez-nous. Ah oui, Ciparex Xange, a priori, n'était pas directement dans les biotechnologies. On a quand même IRDI avec Jean-Michel Petit, qui ont un historique dans la biotech. Hein. On a quand même un spécialiste, un peu plus de la région, mais qui est quand même un spécialiste en biotech. Alors, effectivement, et Xange, c'était une expérience assez intéressante parce qu'en fait, nous, on est très technologique comme startup et plutôt côté industriel. Et en fait, Xange est quand même sur la deep tech. Et nous, ce qu'on trouvait intéressant, c'était ce côté d'accompagnement de l'entrepreneuriat qu'ils ont beaucoup développé. Parce qu'ils ont même une plateforme pour accompagner les startups, pour former un peu les patrons des boîtes ou les aider. Parce que quand même, il y a quelque chose qui est comparable dans toutes les startups, quand c'est des startups, c'est cette période d'hypercroissance. C'est comment gérer de passer, quand nous, on a fondé la boîte, on était 5. Max et moi, on était encore à la paillasse. Maintenant, on est 25. Autant vous dire que je n'ai plus de paillasse. Hein.
Et donc, c'est comment on fait pour faire cette transition, rentrer des gros profils, les intégrer dans l'équipe. Donc là-dessus, c'était assez intéressant de discuter avec eux. Et l'autre aspect qui était intéressant, je pense, c'est sur le business model. En fait, ils ont l'habitude d'être assez innovants avec l'aspect qui travaille beaucoup dans la tech et dans l'informatique, dans l'IT. Ils ont eu l'habitude des business models innovants. Et donc c'était cool de pouvoir discuter, d'avoir quelqu'un pour renvoyer la balle vraiment en partant. Alors parfois sur des trucs un peu fous, hein, mais en se donnant justement un peu de large pour essayer d'explorer comment est-ce qu'on pourrait faire, parce que finalement c'est pas si traditionnel que ça d'arriver en proposant une solution industrielle à l'industrie pharmaceutique, c'est pas hyper courant en fait. Donc Parfait. On va continuer avec la salle. Il est 19h22, donc on a une bonne vingtaine de minutes devant nous pour échanger avec les participants qui sont nombreux. Qui veut poser une première question? Alors il y en a une de Ali Bakrim, si je me trompe pas, qui demande y a-t-il une différenciation entre cellules autologues et allogéniques dans ce que vous faites? Alors, oui. Alors, autologue et allogénique. Donc, j'ai brièvement expliqué ce que c'est. L'autologue, c'est quand on est greffé avec ses propres cellules. Donc, c'est typiquement ce qui est fait dans la plupart des CAR-T. C'est on prend un prélèvement de cellules, on les modifie ou on les fait se proliférer et on les réinjecte au patient. Et l'allogénique, c'est prendre une lignée qu'on établit à partir de quelqu'un, hein, évidemment, mais qu'on va réutiliser pour beaucoup d'autres patients. Donc, c'est un débat qu'il y a depuis longtemps dans la thérapie cellulaire. L'intérêt de l'allogénique, c'est d'aller plus vers l'industrialisation, c'est-à-dire d'essayer de faire des produits off the shelf en thérapie cellulaire. Et typiquement, on le voit pour les CAR-T, le cycle de prélever sur le patient, modifier les cellules, les amplifier, faire les contrôles qualité, revenir vers le patient, c'est un cycle qui est très dur et qui coûte très cher. Et donc, l'allogénique, c'est potentiellement aller jusqu'à des échelles de production bien plus grandes. C'est-à-dire, c'est pouvoir faire des lots de plusieurs milliers de patients. Donc après, il va se poser dans l'allogénique, je vais pas développer sur tout ça, mais il va se poser le problème de la compatibilité, un peu comme pour les organes. C'est très proche. Après, ça dépend des types de greffes, mais et donc nous, on est fortement orienté allogénique puisque notre but, c'est de faire des lots de production de plusieurs centaines de patients, voire plus. Donc plus comme l'industrie pharmaceutique traditionnelle. Bien, donc vous êtes dans l'allogénique. Qui a une question à poser à Kevin Alessandri? Par exemple. Bonsoir, voilà. Étienne Drouet. Juste, c'est une question technique. Les cellules, elles sont cultivées à la surface des microbilles ou des microcapsules? Alors, ouais, j'ai pas été hyper dans la profondeur. En fait, c'est vraiment des capsules, donc c'est à l'intérieur de la capsule. Donc, on a la coque qui protège à l'extérieur et on a les cellules qui sont à l'intérieur dans une cavité ou dans laquelle on reproduit les conditions biomimétiques. Et ça, c'est vraiment particulier puisque donc là, c'est là où le sport devient compliqué. C'est fabriquer les capsules autour des cellules vivantes et à très haut débit. Et là, c'est vraiment l'énorme différence technologique avec ce que font la plupart des industriels. Donc, vous encapsulez les cellules, en fait? Oui, vivantes. D'accord. Et ça, c'est un peu le fond de la technologie, c'est réussir à faire de la physico-chimie assez avancée avec des cellules souches. D'accord. Merci. Dans une capsule qui a la solidité d'un cartilage. Ouais, c'est ça. C'est à peu près cartilage, la rigidité d'une capsule. Donc, ce qui la protège réellement des coups. Hein. Nous, on peut mettre les bioréacteurs trop vite même. Bon. Qui a une question complémentaire à poser à Kevin? Alors, j'ai vu que Pauline Rambaud, qui est dans le recrutement, mais il y a plusieurs personnes qui s'occupent de ce domaine-là avec nous, était là. Et je pense que la question du recrutement chez vous va l'intéresser, surtout dans la façon dont vous le faites. C'est-à-dire que vous allez chercher des pièces, des personnalités qui vont correspondre exactement aux besoins de l'industriel. Donc, vous devinez le besoin de l'industriel et vous allez chercher la pièce la personne et la compétence et la qualité qui va répondre à cette. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, en fait, ce qu'on a essayé de faire, nous, il y a une particularité, on est deux depuis le début en fait dans cette boîte. Donc, on a appris. Enfin, nous, on est une équipe dès le début en fait.
Et donc on a compris très vite qu'on ne pouvait pas avoir toutes les compétences, toutes les qualités nécessaires pour arriver à le faire. Et donc comme on arrivait dans la bioproduction et qu'on a compris qu'on allait devoir intégrer l'industrie telle qu'elle était, on a essayé de trouver le chemin le plus rapide pour le faire. Et donc là, en fait, assez naïvement, hein, au début, nous on connaissait pas bien, parce qu'on était scientifiques, hein, donc on connaissait pas bien tout le domaine industriel qu'il y avait autour. Et puis pendant le temps de notre postdoc, en fait, il y avait vraiment la bioproduction qui avait décollé. Et assez naïvement, on a découvert la bioproduction quand on a commencé à monter notre boîte. Enfin, quand on a commencé à travailler sur la techno. Et là, ça a été vraiment une révélation. C'est-à-dire, on a vu un outil industriel déjà existant dans lequel on pourrait faire rentrer notre système de culture cellulaire, qui sont les bioréacteurs et tout ce qu'a développé la bioproduction dans le reste de la chaîne jusqu'au fill and finish. Et donc là, on a vu l'occasion de transformer très rapidement une innovation de rupture en quelque chose qui potentiellement rentre dans l'industrie. Et donc là, on a recruté, dès le début, en fait, on a recruté des ingénieurs spécialisés en bioprod. Et c'est vrai qu'on a un gros biais sur le fait de faire une équipe, et donc on sélectionne beaucoup les gens aussi à ce que ça matche avec le groupe en fait et qu'on fonctionne bien ensemble. Et là, c'est ce qu'on a continué à faire. Et donc notamment, on a embauché Michael Lanero par exemple, là, qui dirige maintenant, qui est notre COO, qui est un spécialiste en bioproduction. Pascal Berthet, qui est notre BD, mais qui a travaillé avant chez Fujifilm. Donc Fujifilm est un des grands de la thérapie cellulaire. C'est rigolo, mais il y a beaucoup de changements en ce moment. Et on a essayé vraiment de construire une équipe qui pourrait justement répondre à. C'était pas juste regarder son innovation en se disant ah mon Dieu qu'est-ce qu'elle est bien. C'était vraiment se dire maintenant il faut se retrousser les manches. Comment ça fait pour fonctionner pour de vrai dans la société. Et ça c'est pas un sport qui est c'est un peu délicat au début. Hein, c'est compliqué. Il faut remettre pas mal de choses en cause. Et effectivement, trouver les gens qui ont ces compétences-là, parce que nous, on les a pas forcément. Enfin, moi, j'étais physicien au début, donc maintenant, j'ai pris pas mal de casquettes, mais je peux pas tout faire, quoi. Et donc, c'était vraiment trouver comment rentrer dans la société au mieux, comment faire fonctionner si cette avancée scientifique elle devait faire quelque chose, c'est dans l'économie réelle. Et donc, comment est-ce qu'on le fait? Et quels sont les outils industriels qui existaient déjà. Regardez comment ils ont fait pour le mettre au point. Parce que finalement, moi, franchement, hein, j'ai découvert la bioproduction de l'extérieur. C'est quand même un truc très entre-industriel. C'est pas très visible de l'extérieur, en fait, à quel point ça a été vite et ça a été loin. Et c'est en fait déjà très développé. Et donc, ouais, on a essayé vraiment de matcher pour pouvoir… par exemple, l'industrie pharma, je vous ai dit, maintenant, ils ont des thérapies qu'ils amènent en clinique. Et en fait, une grosse industrie pharma comme ça, en fait, elles ont une très grande capacité, ces industries pharma avec lesquelles on est censé travailler. C'est l'intégration technologique, mais surtout de briques bien robustes, de choses qui sont déjà éprouvées ailleurs. Et donc ça, ils savent bien faire. Et en thérapie cellulaire, ils ont réussi à trouver des lignées cellulaires, des techniques de différenciation, comment faire les essais cliniques. Alors avant le préclinique chez le petit animal. Et ils ont construit tout ça jusqu'à la thérapie. Et donc, nous, on s'est posé la question de si on doit parler à des industriels comme ça, il faut qu'on soit complémentaires de leurs compétences. Qu'est-ce qu'on peut leur amener? Où est-ce que nous, on est fort finalement et où est-ce qu'eux, ils n'ont pas forcément travaillé parce que soit ils n'avaient pas vu venir le vent de ce côté-là, soit ils connaissaient pas, soit c'était pas des domaines très matures. Donc, typiquement, nous, on est spécialisé dans tout ce qui est la physique des fluides aux petites échelles, donc la microfluidique. La manière de structurer l'environnement biologique pour les cellules. Et c'est vraiment là où on a mis on a renforcé nos équipes. C'était l'aspect physique, l'aspect biologie 3D et cet aspect bioproduction pour pouvoir insérer tout ça dans leur outil de production. Et donc, on a vraiment constitué la boîte comme ça pour devenir un peu l'industriel dont ils avaient besoin en fait pour pouvoir ramener leur thérapie jusqu'à la phase commerciale. Bien, on reviendra sur la question de comment vous voyez d'ici quelques années, parce que vous êtes à 26 personnes et à mon avis ça va aller assez vite. Mais on a deux questions de Harry Massoudi. La première c'est est-ce que les cellules peuvent sortir de leur capsule? Première question. Oui. Deuxième, est-ce que vous pouvez ajouter des molécules d'intérêt sur la face externe de la capsule? Exemple, immunosuppresseur ou anticorps. Précis, hein?
Ouais, ouais, très précis. Bah, c'est pour la greffe, hein, on n'est pas les seuls. Euh, donc, les capsules, en fait, sont en alginate. Donc, j'ai dit, c'est un sucre qui est issu des algues. Donc, il a la rigidité du cartilage. Il est poreux au milieu de culture. Et, donc, c'est génial. En fait, il se dissout très simplement. Il suffit de changer le tampon. Donc, en fait, typiquement, on va produire les capsules au début dans une machine qui est… Donc là encore, on a pensé à l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est un device qui est clos et à usage unique. On récolte les capsules dans une poche. Là, on rentre dans les trucs habituels de la bioproduction. Comme la capsule les protège, on peut les manipuler, les tambouriner, les ramener dans nos tuyaux, tout ça. Et à la sortie, il suffit de faire un bain de rinçage. On supprime la capsule et là, on récolte les cellules. Donc, en fait, c'est très simple d'enlever la capsule et ça permet vraiment de rentrer dans les manières de produire habituelles des cellules. Et pour ce qui est des anticorps et des petites molécules sur la face externe des capsules, alors en fait, on n'est pas les seuls à travailler sur de l'encapsulation de cellules. Il y a des boîtes comme SEMA Therapeutics, par exemple, dont une partie du boulot, c'est pour greffer les îlots de Langerhans. En fait, ça existe depuis, je pense, la première société de thérapie cellulaire qui emballait dans de l'alginate des îlots de Langerhans cadavériques, c'était il y a une vingtaine d'années en Suisse. Et donc, en fait, il y a des boîtes qui développent des alginates pour passer au travers du système immunitaire, ou alors ils mettent des petites molécules, genre de la cycline 12 ou des choses comme ça, dans l'alginate pour empêcher le rejet. Donc là, je pense, enfin, souvent on pense à ça, c'est une manière d'adresser les capsules ou de les mettre dans un endroit du corps et que le corps ne les rejette pas. Donc typiquement, pour le diabète de type 1, beaucoup de gens y ont pensé, puisque le diabète de type 1, c'est le corps qui attaque ses propres îlots de Langerhans. Donc l'idée, ce serait de refaire des îlots de Langerhans et si possible de les protéger dans le corps, comme ça ils continuent à fonctionner. Je pense que c'était le sens de la question. Donc oui, ça se fait et en fait, il y a même des gens qui travaillent sur l'alginate, mais ce n'est pas nous. Donc c'est même l'industrie est déjà un peu plus constituée et il y a donc déjà des boîtes qui fonctionnent à des modifications de l'alginate. Donc notamment au MIT. Parfait. Alors, une nouvelle question d'Ali Bakrim sur la durée de vie des cellules, la durée de vie des cellules, pardon. Je vais y arriver. Alors là, ça va être très proche de ce qu'on peut voir dans le corps. C'est-à-dire les capsules elles-mêmes, on peut les dissoudre facilement, mais par contre, dans le milieu de culture, elles ont une très grande stabilité. Moi, ça peut se garder des années en fait en milieu de culture. Donc en fait, ça dépend vraiment du type cellulaire. Donc typiquement, on a déjà fait des neurones avec Max. Alors les neurones, ça met peut-être un mois à se différencier. Ça va ressembler beaucoup à ce qui se passe dans le cours du développement, parce qu'en fait, nous, on va relancer le développement. Donc au début, on a les petites cellules pluripotentes dans la capsule. Ensuite, elles vont commencer à pousser. Là, on lance la différenciation. Elles vont se transformer en neurones à l'intérieur de la capsule. Et une fois qu'elles sont en neurones, en fait, les neurones, c'est les cellules qui se divisent plus, qui sont post-mitotiques, qui sont très stables. Et nous, on a déjà gardé pendant 6 mois dans l'incubateur. Donc, c'est potentiellement, on peut garder des cellules des années dans un incubateur si on changeait régulièrement le milieu. Et bien sûr qu'on gardait les conditions d'asepsie. Ça devient un peu compliqué. Sur quelques mois ou années, c'est plus compliqué. Donc, c'est littéralement la durée de vie des cellules. Donc, parfois, les cardiomyocytes aussi peuvent se conserver très longtemps. Parfait, merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez prendre la parole en direct si vous le souhaitez. Oui, bonsoir Pauline Rambaud. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais vous demander, quand on construit une équipe aussi technique de zéro, quelles sont les compétences comportementales et non pas techniques cette fois qu'on recherche en priorité? C'est une excellente question. Ça va être, en fait, on va. Je me sens un peu mal à l'aise de parler de ça. En fait, c'est marrant, c'est très intime, c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait entre nous. Mais c'est un peu de sortir des gens qui ont des égos trop dominants ou qui vont trop au clash. Ça va être un peu ça. C'est des gens qui peuvent travailler en équipe. Ça veut pas dire ne pas avoir de caractère. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de caractère. Mais ça veut dire savoir le gérer avec les autres. Ça veut dire vraiment vouloir construire quelque chose avec les autres. Je pense qu'il y a des personnalités qui ont plus ce trait-là, en fait. De vouloir vraiment d'aimer le travail en équipe, d'aimer bosser à construire des trucs ensemble, plus que de prendre vraiment des leaders un peu charismatiques
ou avec des égos un peu surdimensionnés. Nous, c'est pas ce qu'on cherche. Enfin là, faut tellement de gens qui bossent ensemble et que ça fonctionne. C'est pas le but, quoi. Enfin, de toute façon, chacun de nous, on ne contrôle qu'une partie en plus d'un procédé comme ça. Donc, c'est un tango, quoi. Faut être plusieurs. Et ça veut pas dire un manque de personnalité. Encore une fois, ça veut dire savoir bosser avec les autres. Voilà. Je sais pas si c'est clair. C'est tout à fait, et je trouve ça hyper intéressant. Et il faut surtout pas que vous soyez mal à l'aise de parler de ça, parce que pour nous, c'est hyper intéressant au contraire. Mais je comprends bien la qualité que vous cherchez. Comment vous l'avez évalué du coup chez les gens que en fait, typiquement, alors moi je crois pas du tout aux entretiens d'embauche, parce qu'il y a le problème qu'on a toujours, on se fait, c'est comme quand je présente ce soir, on a un masque public qu'on vient présenter et il est assez dur de passer au travers en fait sur un petit entretien d'une heure, 2 heures, c'est pas possible. Donc en fait, nous on a assez cultivé de commencer une relation en fait, d'avoir au tout début, par exemple, les premières personnes qu'on a embauchées, en fait, c'est des personnes avec qui on bossait depuis des années dans les labos, mais pas dans le labo à la paillasse, hein, mais par exemple des gens avec qui on avait d'abord collaboré ou on les comment ça s'appelle en sous-traitance, quoi. Ils étaient payés à la journée quand ils travaillaient avec nous. Et en fait, on a établi une relation de travail. Et là, on a vu qu'on avait vraiment envie de bosser ensemble. Et eux, ils préféraient venir à plein temps chez nous que de continuer avec plusieurs personnes. Après, les entretiens d'embauche maintenant, en fait, on rencontre les personnes, mais on les rencontre plusieurs fois. On les fait venir potentiellement une des premières ingés qu'on avait embauchées, on l'a fait venir pendant 4-5 jours pour qu'ils rencontrent tout le monde et qu'elle puisse manger avec nous le midi et qu'on voit comment ça se passait en fait. Enfin, on voit le maçon au pied du mur, quoi. Et puis après, pour les capacités techniques, moi je demande de faire des expériences. Hein. Enfin, c'est basique, mais j'ai jamais trouvé autre chose. Après, on est bonnes, on a des mauvaises surprises, hein, mais c'est pour ça aussi moi j'aime beaucoup bosser avec des stagiaires. Et c'est pas parce qu'ils coûtent pas cher, souvent ça coûte plus cher à former, mais parce que c'est des gens qu'on peut vraiment former et où on comprend où ils vont aller. Donc je trouve ça assez intéressant, par exemple. Merci pour cette belle réponse. Pauline, vous avez encore une question? Non, je voulais juste remercier Kevin. Pardon. Ok. J'essaie de faire de mon mieux. Mais... Qui est-ce qui a une autre question? Il est 19h39. On peut en passer encore 2 petites. Oui, bonsoir Jacques Bernard, bonsoir Kevin. Désolé, j'ai encore une question technique. Est-ce qu'on peut congeler les cellules une fois encapsulées par votre système? Merci beaucoup. Alors oui. Et c'est même en fait, la coque d'alginate, comme c'est un hydrogel, ça se congèle assez bien. Et en fait, alors encore une fois, c'est pas notre travail. Hein. Il y a même des boîtes qui proposent ce service. L'alginate est un cryopréservant. Donc en fait, l'encapsulation est aussi utilisée pour la congélation justement. Donc alors, c'est encore un double effet qui se coule. Donc on n'a pas essayé sur tous les types cellulaires, mais en tout cas sur les cellules pluripotentes, et puis de les congeler pas en suspension cellulaire, mais en microtissu à l'intérieur de la capsule. Ça a l'intérêt que quand on les décongèle, elles sont directement entre elles et elles sont protégées du milieu autour. Souvent, quand on les pipette à la décongélation, en fait, on a tendance à rompre les membranes et à les abîmer parce qu'elles sont déjà fragiles, elles sont déjà fatiguées, les cellules. Et donc là, de les laisser, c'est un peu notre hypothèse, hein, mais de les laisser revenir à l'intérieur des capsules, c'est plutôt favorable. Enfin, dans nos mains, dans la plupart des types cellulaires, c'est favorable. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Il est 19h40. Pas tout de suite. Il y a une chose sur laquelle on pourrait conclure éventuellement, Kevin, c'est vous avez appris la bioproduction et vous avez une vision de la bioproduction en France. Comment est-ce que vous analysez ce dossier-là en corrélation avec tout ce qui est la souveraineté, et comment est-ce que vous voyez, c'est une grande question, et comment est-ce que vous voyez dans 10 ans, quelle capacité de production vous imaginez pour votre entreprise? Bon, voilà, je vais être étiqueté politiquement comme ça. Alors, je pense que moi, ce que je perçois, mais ça a été mis très en exergue par la crise du Covid, c'est l'aspect stratégique de l'industrie pharmaceutique. Donc, on y pensait déjà, mais je veux dire, là, on entend les gouvernements qui veulent même ramener les usines pour produire les petites molécules. Et d'ailleurs, là, je citerai Frédéric Collet, le président du LEM, là, qui est passé chez vous. C'était très intéressant, d'ailleurs.
qui lui-même disait plutôt que de ramener les petites molécules, vaut mieux voir dans le futur. C'est-à-dire l'industrie pharmaceutique des petites molécules, elle est un peu derrière nous et lui disait qu'ils estimaient qu'il y aurait potentiellement 50% de la valeur de l'industrie pharmaceutique qui serait dans des médicaments de thérapie innovantes. Donc moi, la bioproduction, donc je sais qu'il y a un petit peu de chagrin en France sur la bioproduction parce que c'est pas mal parti à l'étranger, alors qu'on avait beaucoup de savoir-faire, beaucoup de chercheurs qui avaient bossé là-dessus. C'est clair qu'il y a un aspect stratégique et une boîte comme la nôtre qui est industrielle, il y a quelque chose de différent. On n'est pas une app, on n'est même pas une initiative de thérapie cellulaire. On peut pas juste revendre. Enfin, surtout comparé à avant, les initiatives de thérapie qui étaient basées sur des molécules, on peut pas juste donner le brevet et qui partent avec la molécule. Nous, la valeur, elle est dans les murs et dans l'équipe, quoi. Donc ça se déménage pas comme ça, quoi. Donc, je pense d'ailleurs que c'est pour ça, le sens de BPI qui a beaucoup poussé au deep tech et à l'industrie, c'est le sens de quand on développe un industriel sur place, en fait, ça a naturellement tendance à ramener le réseau. Donc après, là, la crise de la pandémie sur l'industrie pharmaceutique, ça a montré aussi les aspects de protectionnisme, c'est sûr. Et c'est clair, nous, on va être aussi soumis à ça, très clairement. La thérapie cellulaire, c'est un domaine où ça existe. Et moi, ce que j'espère très fortement, nous on bosse beaucoup avec des entreprises japonaises et américaines, mais notre base elle est en Europe et ça on n'a pas l'intention de la bouger. Et il y a des raisons aussi, c'est-à-dire c'est intéressant d'être implanté en France au niveau industriel, c'est un pays qui fonctionne très bien sur ce type d'industrie. Autant pour les gens que pour le background scientifique. À Bordeaux, on a une infrastructure scientifique qui est quand même assez magnifique. Donc c'est cool, quoi. Enfin, c'est assez simple pour nous de fonctionner là. Et puis, ce que j'espère, c'est que, étant un des premiers dans le domaine, on arrive réellement à implanter une industrie ici. Une industrie qui est pas existante. Donc en fait, les premiers pays qui vont la développer, ils la garderont, en fait. Je sais pas, moi, je sais, c'est un peu dur comme métaphore, mais une des boîtes qui est très en pointe, qui a été, dans l'industrie, alors je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec la bioproduction ou la pharmacie, ça va être les semi-conducteurs. En fait, un des plus gros producteurs de puces au monde, c'est Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Donc personne ne connaît le nom, qui fait quand même je crois que c'est plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Et ils sont à Taïwan. Et en fait, ils font les puces pour le monde entier. Donc là, évidemment, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, mais pour eux, le business est loin de s'arrêter. Et donc, je pense que cet aspect d'avoir un vrai pôle industriel et de pouvoir rayonner dans le monde. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire avec, là, on va essayer de faire un hub au Japon et un hub aux États-Unis. Et je pense que finalement, l'Europe, c'est un bon endroit pour faire un hub industriel. D'ailleurs, ça l'a souvent été. Parfait. Kevin, vraiment, il est 19h44. Un grand merci pour ce passage dans notre conférence, car vous avez donné une vraie vision, une vraie explication, un vrai plaisir de vous écouter sur ce que vous faites. Non, je t'ai plus. et donc, pour information, merci aussi à tous les participants. Demain soir, on va parler essais cliniques avec les problématiques et éventuellement les barrières qui ont été levées dans le cadre de Covid-19. Il y en a eu quelques-unes quand même. Les essais cliniques sont souvent critiqués. Les procédures mises en place en France sont souvent critiquées, la lenteur est souvent critiquée, mais il y a quand même des choses positives qui se passent. On sera avec le vice-président de France Biotech qui est en charge de ces questions, qui est un avocat qui est aussi le président mondial du groupe essais cliniques, donc sciences de la vie chez Simon & Simon. Ensuite, jeudi, on sera avec une jeune biotech qui s'appelle Tolis, et Tolis vient de lever 2,3 millions d'euros. Elle est dans un agoniste synthétique du TLR3, donc oncologie, et c'est une société très sympathique. Voilà, pour
ce qui concerne Trifrog, vous pouvez retrouver beaucoup d'articles sur Trifrog dans Biotech Finance. Je fais la pub pour Biotech Finance. Vous allez sur notre site et vous retrouverez, évidemment, si vous êtes abonné, il suffit de cliquer, de taper le nom de Trifrog et vous retrouverez plein d'articles sur cette belle aventure. Merci encore à tous et bonne soirée.